Ravi de vous retrouver, vous êtes bien sûr à Défense. On va commencer tout de suite l'actualité sécuritaire de la semaine avec vous, Chani Guidalia. L'ultimatum a expiré du côté des rebelles Houthis. Oui, les Houthis qui menacent donc d'attaquer les navires israéliens en mer Rouge et dans les zones maritimes environnantes. On parle donc de la mer d'Arabie, du détroit de Bab al-Mandeb et du golfe d'Aden. Donc ils avaient laissé un ultimatum de 4 jours à Israël pour rouvrir les points de passage et laisser rentrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'ultimatum a donc expiré cette nuit à minuit et les Houthis n'ont pas attaqué depuis des semaines. Mais là, pour le coup, Israël prend ces menaces très au sérieux. Israël estime que les Houthis, au-delà d'attaquer les navires en mer Rouge, pourraient aussi reprendre les tirs de roquettes et de drones. Et l'armée se prépare donc en conséquence, c'est-à-dire que l'état d'alerte reste élevé. Et l'armée de l'air a aussi placé plusieurs systèmes de défense, notamment le système de défense Arrow, qui, on le rappelle, avait été activé pour intercepter les tirs de missiles balistiques notamment. Et on précise que c'est le Hamas qui aurait demandé aux Houthis de mettre en place cet ultimatum, parce que ce sont les seuls qui peuvent continuer d'attaquer Israël en soutien à Gaza. On sait le Hamas n'est pas en mesure de reprendre les combats. Au nord, avec le Hezbollah, le cessez-le-feu tient encore. La Syrie et l'Irak ne tirent plus vers Israël. Donc il n'y a que les Houthis qui peuvent encore attaquer. Et on rappelle aussi que chaque attaque des Houthis avait conduit à une riposte d'Israël. Et là, en plus, il y a l'administration Trump qui soutiendra toute réaction d'Israël, puisque l'administration Trump est plus virulente à l'égard des Houthis que l'administration Biden. D'ailleurs, on rappelle que l'administration Trump avait aussi déclaré que les Houthis étaient une organisation terroriste. Donc là, n'avait pas fait l'administration Biden. Exactement. Donc l'administration Trump pourrait soutenir toute réaction d'Israël. Et on note que dans ce contexte, il y a eu d'ailleurs une frappe sur le port de Al-Hodeïda hier. Et ce sont des systèmes radars militaires Houthis qui ont été ciblés dans une base navale. Et il faut rappeler qu'Israël avait attaqué les Houthis à 5 reprises depuis le début de la guerre. La dernière fois, c'était le 10 janvier. Effectivement, alors l'attaque a été américaine hier, du moins merci. Chani, Daniel Flexer, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier du Mossad, ancien pilote de chasse. Je vous pose la question directement. Pourquoi les Houthis relèvent la tête maintenant ? Écoutez, il y a ici, c'est pas seulement les Houthis. Il faut se souvenir que les Houthis ne sont que les représentants de l'Iran. L'Iran qui sont en tension face aux États-Unis, la lettre de Trump, etc. Et donc c'est en rapport, et ça n'est pas seulement uniquement à cause du Hamas, mais c'est vraiment pour revenir sur la scène des grands avec l'Iran et porter atteinte donc au commerce. C'est pas tellement contre Israël, parce que Israël peut, mais c'est surtout porter atteinte au commerce, donc les États-Unis et l'Europe. Donc ça veut dire en clair que les Houthis sont ce qu'on appelle en hébreu des strir kherev, des mercenaires de l'Iran. Évidemment, c'est très clair, ça ne fait aucun doute. Ils n'ont pas de capacité, ils ont une armée, une force militaire relativement importante. Ils ont le contrôle d'un tiers du pays qui est le côté maritime et la capitale de Sanaa. Mais on parle encore du fait que s'ils n'ont plus de soutien, ils seront moindres. Et c'est des chiites qui travaillent pour l'Iran, ça c'est clair et net. Alors, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que vous avez parlé du Hamas à l'instant. J'ai l'impression, peut-être que c'est une erreur de ma part, que peu importe ce que va dire Donald Trump, le Hamas continue son chemin. Je me trompe ou pas ? Écoutez, je pense, c'est pas ce qu'on voit. En fait, Trump a dit libérer les otages, et ils ont libéré beaucoup d'otages. Avant, à l'époque de Biden, rien ne s'est passé. Donc on ne peut pas dire que ça n'a pas amené un changement. Nous voyons que des choses se passent. Du peu que je sais, il y a, on comprend qu'il faut faire quelque chose. Et pour preuve, on ne passe pas à la deuxième étape. Si vous vous souvenez de l'accord, on ne passe pas à la deuxième étape de l'accord. On ne parle pas encore de cette deuxième étape. Et donc, évidemment, il n'y a pas d'information, les gens en Israël sont mécontents, mais ça veut dire que quelque chose se passe. Et moi, je crois qu'il ne faut pas prendre le Hamas comme c'est des gens qui ne comprennent pas Trump. Ils ne comprennent pas mieux que nous Trump, et pas moins bien. C'est le pilote de chasse qui était chirurgien qui parle ?
ou c'est l'homme complexe, le cerveau complexe de l'agent du Mossad? Écoutez, pilote de chasse, c'est la guerre, c'est venir tirer, savoir sur une cible. Mais quand vous êtes dans le renseignement, vous devez savoir lire le sous-texte, pas le texte clair. Et là, le texte implicite montre que les choses sont assez claires. Quand on voit une menace et qu'ils voient, en fait, ce qu'ils veulent aujourd'hui, tant l'Iran que le Hamas, et c'est différent du Liban d'ailleurs, on peut en parler plus tard, plus avant. Ils veulent survivre au pouvoir. Ils ne veulent pas emporter la guerre. Ils veulent rester au pouvoir. Ils feront tout ce qui leur est utile pour ça. Le Hamas détient les otages, nos otages, pour rester au pouvoir. Sinon, et c'est ça le vrai problème que nous avons. S'il y a un accord et qu'ils l'acceptent, je ne sais pas si c'est vrai, et que le Hamas, soi-disant les dirigeants, seraient en exil et se démontraient de leurs armes, et les États-Unis et nous auraient le contrôle militaire, peut-être que ça marchera. Excusez-moi, ça me fait sourire parce que le Hamas dit « Nous ferons partie de la prochaine armée de l'État palestinien ». Ok. Bah oui, d'accord, ils le disent. Et alors? Ah non, franchement. Mais il faut bien comprendre la culture musulmane, arabe. Ils n'ont aucun problème de changer de nom. Ce ne sera pas Hamas, ce sera que sais-je. Mais ils diront, OK, eux, ils veulent contrôler la situation. Tant qu'on les laissera contrôler la population, ils la contrôleront. Et donc, même si on contrôle la population sécuritaire et pour l'administration, c'est pas sûr qu'ils resteront en sous-sol, ils continueront à le faire discrètement. Je ne vois pas l'autorité palestinienne s'installer là-bas. À Gaza, on ne les aimait pas et on les a jetés de Gaza. La seule solution normale, c'est ce qu'a proposé Trump, évacuer et faire autre chose. Est-ce que ça va marcher? Beaucoup de doutes, surtout parce que les Européens l'empêcheront. Les Européens n'ont pas encore compris. C'est exactement ce que j'allais vous poser. En 2005, il y a eu le retrait israélien de la bande de Gaza. En 2007, les gendarmes de l'Epel Cops, qui ont été formés par l'Europe, sont tous partis véritablement comme des lâches après que le Hamas ait pris le pouvoir. Est-ce que ça veut dire que les Européens, maintenant, sont en train de mettre des bâtons dans les roues de tous les côtés, comme ils l'ont fait en Judée-Samarie, ils le font aujourd'hui à Gaza, pour éviter, parce que visiblement, comme si c'était le fonds de commerce. La vérité, c'est que c'est un point très intéressant, ce que vous évoquez. On n'en parle pas beaucoup. Il y a ici un vrai problème. On parle Trump, Israël, le Hamas, mais il y a les Européens qui ont tout le temps empêché les processus. Les Européens ont déjà fait 2 guerres mondiales depuis un siècle. Ils ne comprennent pas vraiment la sensibilité. Pour revenir en arrière, Sykes-Picot et les accords et la répartition des territoires, où ils ont fait avec une règle pour dessiner des territoires. Les Druzes, personne ne les a pris en compte. Les Kurdes, personne ne les a pris en compte. Et les Yézidis non plus. Ils ont réparti, ils ont créé des pays. Ils ont dit en Arabie Saoudite, on va mettre la tribu arabe. En Jordanie, en Irak, on va mettre la famille hachémite. En Syrie, ce qui en est sorti, ça marche pas comme ça. Et au Liban, c'est pareil. On voit que tout est en train de s'effondrer. Et à Gaza, quelque part, les Palestiniens sont un espèce de déclencheur contre Israël. Et l'Europe est contre Israël. Quoi que vous en disiez, l'Europe est contre Israël et ne veut pas qu'on emporte la guerre. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Mais c'est trop long pour rentrer dans les détails. Mais nous voyons que l'Europe envoie de l'argent en Judée-Samarie contre Israël. Nous voyons la pression qu'ils ont mise sur nous à propos de Gaza, comme si c'était nous qui avons commencé la guerre et comme s'ils n'avaient pas fait le massacre, les viols et ce qu'ils ont fait. Et où ils sont aujourd'hui, en pas un mot. Alors, il y a un élément qui est celui de l'Europe qui empêche les Espagnols, les Français, sans rentrer dans tous les détails. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, Daniel Flexer, d'avoir été avec nous. J'aimerais d'ailleurs que vous reveniez, parce que j'aimerais vers justement une émission spéciale. Et là, je pointe un doigt accusateur par les Européens. Le Mossad, qui a quasiment fermé le département Europe du Mossad, qui ne s'occupe quasiment plus de l'Europe.
On pourra en reparler si vous voulez. Ça serait intéressant. Je vous vois sourire. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Non, non, on n'en parlera pas ultérieurement. Non. Bon, on n'en parlera pas. J'ai tenté, c'est qui ne tente rien. Merci beaucoup. Vous avez tenté, en effet. Flexer. Alors en attendant, à l'instant, mon invité parlait de la Syrie. Que se passe-t-il en Syrie? Eh bien, tout simplement, du côté d'Israël Katz, Tsahal restera sur le Hermon. Oui, Mathias, c'est le message d'Israël Katz est clair. Il est directement adressé au gouvernement syrien et notamment au président par intérim, Ahmed al-Shara. C'est lui qui a renversé l'ancien président Bachar al-Assad en décembre dernier. Et le message du ministre israélien de la Défense, eh bien, Tsahal regarde de près ce qu'il se passe en territoire syrien. Regardez. Chaque matin, lorsque Ahmed al-Shara ouvrira les yeux au palais présidentiel à Damas, il verra Tsahal l'observer depuis les hauteurs du Hermon et se souviendra que nous sommes ici et dans toutes les zones de sécurité du sud de la Syrie pour protéger les habitants du Golan et de la Galilée contre toute menace venant de lui et de ses amis djihadistes. Propos donc tenus hier par Israël Katz qui s'est donc rendu au mont Hermon dans le nord du pays, c'est à la frontière avec la Syrie, là où il y a justement des positions de Tsahal qui sont positionnées dans une espèce de zone tampon. Le ministre israélien de la Défense a rendu visite aux positions. Il était accompagné du vice-chef d'état-major et Israël Katz a bien réaffirmé que Tsahal se prépare à rester en Syrie pour une durée indéterminée et que les forces israéliennes maintiendront leur présence dans la zone de sécurité sur le mont Hermon. Le but c'est quoi? Eh bien c'est de protéger Israël et les citoyens israéliens de ce qui se passe en Syrie, puisque aux portes d'Israël, eh bien, il y a donc ce nouveau gouvernement syrien, le gouvernement donc d'Ahmed al-Shara, et puis il y a les rebelles, et on a vu ces derniers jours ce que ils ont fait notamment à la communauté alaouite, donc c'est extrêmement inquiétant, mais Israël Katz, eh bien, se veut rassurant. Il promet que Tsahal protégera Israël et les citoyens israéliens. Il a aussi parlé de la communauté druze, une communauté qui est chère à Israël. Là aussi, Israël Katz promet qu'il s'occupera de la communauté druze. Et d'ailleurs, à partir de dimanche, on sait que les druzes de Syrie, eh bien, pourront, ceux qui ont une autorisation, eh bien, pourront travailler en territoire israélien, notamment dans le nord du pays, dans la région du Golan. Merci Océane. Je me tourne vers Eyal Dror. Vous êtes officier, lieutenant-colonel de la division 210 et bien évidemment spécialiste de la Syrie. Mais c'est plutôt sur le Liban. Je vais vous poser une question. Actuellement, il y a des bruits qui courent du côté de la diplomatie et de la défense israélienne vers une normalisation des relations Israël-Liban. C'est plausible ou c'est complètement utopiste? Bonsoir d'abord. Je ne peux pas vous dire si c'est crédible. Je sais qu'il y a ici une occasion stratégique de créer diverses choses face au Liban. En fin de compte, il faut comprendre, depuis 30 ans, le Hezbollah n'a permis aucune possibilité de normalisation. C'était dans la loi libanaise et cette loi a été changée. Et donc, il y a les conditions possibles de créer un dialogue. Est-ce que cela mènera à une normalisation, à une paix? Ça, ce sont de grands mots. Mais d'abord, commençons par dialoguer pour essayer de progresser vers une stabilisation. Mais ça peut arriver. D'ailleurs, une des choses que nous avons dites, justement, comme à la suite de la guerre et de la victoire tellement importante sur le Hezbollah, que les choses peuvent changer. Voilà, par exemple, un exemple. Alors, lorsque je vous ai connu, il y a quasiment plus de 10 ans d'ailleurs, lorsqu'il y avait l'opération Bon Voisinage dont vous étiez responsable, lieutenant-colonel Eyal Dror, c'était à la frontière avec la Syrie et vous m'aviez dit à l'époque, vers le brouillard syrien, qu'avec les Syriens il faut parler arabe, il ne faut pas parler occidental. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que fait Israël, ça vous fait sourire, avec la Syrie, c'est exactement cela? Israël parle arabe avec Joulani.
une partie. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Il faut connaître bien entendu l'autre partie et communiquer avec des messages qu'ils comprennent. Je pense que les actions d'Israël sont exactement la manière de faire pour expliquer exactement quelles sont nos lignes rouges. Par exemple, notre entrée sur la zone tampon pour que l'ennemi ne puisse y arriver, des attaques de sites militaires anciens syriens pour ne pas permettre que Hachara est une arme stratégique, pour comprendre exactement avant où il va. Et donc, concrètement, c'est comme ça qu'on parle. En ce qui concerne les paroles maintenant, comment est ce que nous disons, là, par contre, j'ai des réserves. Je ne pense pas qu'il faille parler, je pense qu'il faut agir. Agir comment? Agressivement ou en restant ad vitam aeternam? On peut agir. D'ailleurs, c'est pas contradictoire. On peut agir sur tout le terrain. On peut parler avec tout le monde. On peut parler avec les Druzes et avec les Sunnites et le gouvernement. On peut parler avec tous ceux qu'Israël comprend qu'en fin de compte, pourra l'aider dans ses intérêts sécuritaires. En parallèle, on peut agir de manière agressive afin de transmettre des messages. Par exemple, il n'y aura pas de missiles stratégiques qui pourront être lancés de la Syrie. Et ce que je veux dire, c'est que certaines déclarations risquent de créer une atmosphère négative et c'est totalement inutile à mon avis. Ça ne sert à rien dans notre stratégie. Cela ne sert à rien pour faire passer le message qui est le nôtre. La question, c'est lorsque le ministre de la Défense sur le Hermon, Israël Katz, dit Djoulani, on n'est pas dupe. Est-ce que c'est ça le message à envoyer? Est-ce que ça fonctionne, ce type de message? Est-ce que Djoulani l'entend, ce message? D'abord, Al-Djoulani, il entend notre message. Et je vais vous poser une autre question. Est-ce que Al-Djoulani, qui ouvre les yeux, ne sait pas que nous sommes sur le Hermon? Est-ce que Al-Djoulani et ces gens, quand ils ouvrent les yeux, ne savent pas qu'on est sur la zone tampon? Mais bien sûr qu'ils le savent. Est-ce que quand nous attaquons tel ou tel point en Syrie, Al-Djoulani ne sait pas que c'est nous? Il croit que c'est la Micronésie qui a attaqué? Et donc, c'est ça que je dis exactement. Pourquoi faire parler? Ça sert à rien. Pourquoi? C'est bon à rien. Il faut fixer une politique, il faut stabiliser notre politique qui est en notre faveur, et parler discrètement, pas des déclarations publiques qui souvent causent du tort et font que ça oblige l'autre partie à réagir parce que son honneur parce qu'on l'accule dans un coin et que son honneur est touché. Ça, à mon avis, c'est complètement inutile. Il faut faire beaucoup, il faut être à l'initiative. Être à l'initiative, c'est aussi dialoguer pour en fin de compte arriver à une stabilisation des décisions, pas forcément de manière cinétique. Il faut faire ça et ça et ça en même temps. Je suis d'accord avec vous. Le fait que Djoulani signe des accords avec les Kurdes et les Druzes, est-ce que ça prive, je sais que je vais vous voir faire la moue parce que c'est des sujets très sensibles, mais est-ce que ça prive Israël d'atouts en termes de renseignement, le fait que des Kurdes et les Druzes rentrent dans le giron syrien? Je pense que le renseignement, c'est pas le problème central. Le problème central, c'est ce qui se passe en Syrie. Je pense qu'aujourd'hui, nous voyons un processus où Djoulani fait ce qu'il a dit dès le premier jour. Il a dit que la Syrie serait l'état de tous ses habitants. Il y a le problème de la minorité alaouite, où là, c'est une haine de vieux siècles entre les sunnites et les alaouites, mais avec les Druzes et les Kurdes, il essaye de signer des accords. C'est pas des accords de paix, c'est pas que tous, maintenant, ils vont être amis. Ce sont des accords pour permettre la poursuite potentielle de négocier et de ne pas faire la guerre. Et c'est important pour ces minorités aussi. Et cela ne fait que clarifier encore le fait qu'Israël doit aussi bien comprendre de quel côté nous voulons nous mettre, avec qui nous voulons parler, et certainement pas choisir un seul côté, parce que tout peut se renverser d'un seul coup, et on peut à nouveau se retrouver en ayant raté le coche. Jusqu'à quel point je suis dans le vrai lorsque je dis que lorsqu'Israël frappe et détruit des installations militaires syriennes, la Turquie vient derrière et donne des armes au nouveau régime Djoulani. C'est vrai ou c'est faux? Un des intérêts de l'État d'Israël,
c'est d'essayer de faire que le régime syrien aille vers un islam plus modéré. Merci. Et je pense que la Turquie a beaucoup gagné de la chute d'Assad et peut devenir un acteur très important au Proche-Orient. Et pour nous, cela se rapproche de notre frontière. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose et la plus souhaitable pour Israël. Et donc, c'est là, ici, un jeu beaucoup plus large. Il faut agir intelligemment. Merci. Il faut mettre en point une stratégie et comprendre que le régime de Al-Joulani, qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui est en place, c'est ce qui est légitime en Syrie. Je l'entends de tous les côtés de la Syrie. C'est donc le libérateur de la Syrie, on ne peut pas l'ignorer. Merci Eyal. Et il nous faut bien comprendre. Merci Eyal Dror, lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne de la division 210 notamment. Merci à vous d'avoir réagi. Merci à vous. Alors une exclusivité maintenant, I24 News. J'ai pu m'entretenir également avec un combattant alawite, anti-régime. Merci de répondre à nos questions. Comment est-on certain d'abord que les exactions sont commises par les hommes du régime ? Des centaines d'extraits vidéo prouvent que le nouveau régime a commis des massacres contre la minorité alaouite. Le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdul Rahman, a déclaré que les massacres ont été perpétrés par des membres du nouveau régime et qu'il ne s'agissait pas de combattants. Mais les Saoudiens disent qu'ils éliminent les derniers bastions du régime d'Assad. Vous leur répondez quoi ? Au début, en tant qu'alaouites, nous considérions l'Arabie saoudite comme un exemple et un modèle de développement, y compris ces dernières années. Pour répondre à votre question, le régime a pris fin après la chute de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, personne parmi les alaouites ne souhaite son retour ni celui de ses proches. Sous Bachar et son père, nous avons connu le pire régime et une pauvreté extrême, sauf ceux qui profitaient du régime lui-même. Mais ce n'était pas que les alaouites qui en profitaient. Après la chute du régime, des milliers d'employés alaouites ont été licenciés, notamment dans les hôpitaux comme celui de Kardar et d'autres. Cette discrimination a poussé la minorité alaouite à chercher une façon de se défendre et de faire valoir ses droits qui sont aujourd'hui bafoués. Cette minorité souffre de la faim et d'une persécution constante depuis le départ de Bachar el-Assad, pas seulement sur le plan politique, mais dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous cherchons une lueur d'espoir, une issue qui nous permettra d'être traités comme des citoyens à part entière. Par exemple, il arrive souvent que des hommes armés entrent dans nos villages en voiture pour faire ce qu'ils y veulent, voler ou tuer. Si quelqu'un essaye de se défendre, les forces de Hayat Tahrir al-Sham interviennent, accusent tout le village d'être un vestige du régime et commencent à le ratisser, à arrêter des gens, les tuer ou les humilier. Le régime ne protège ni les alaouites ni les autres minorités et nous interdit en même temps de nous défendre. Excusez-moi, mais les mêmes alaouites ont salué les massacres du 7 octobre à Gaza. Pourquoi appeler maintenant alors Israël à l'aide ? Le régime s'est servi des minorités et ne les protégeait pas. Il a célébré les massacres et il est faux d'associer le régime aux alaouites, car la plupart de ces hommes et ces figures politiques étaient sunnites. Les alaouites eux-mêmes ont souffert de ce que les factions palestiniennes ont fait au début, car beaucoup d'entre eux ont rejoint des groupes extrémistes à cette époque. Oui, mais les mêmes sources d'informations dont vous parlez sont celles qui ont menti sur le soi-disant génocide à Gaza. Alors qui dit vrai ? Les sources d'informations qui rapportent ces atrocités en Syrie sont les mêmes qui ont menti sur le prétendu génocide israélien à Gaza. Comment pouvons-nous croire ce que nous disons tous, à savoir qu'il n'existe pas de médias libres dans le monde, alors que les médias sont souvent dirigés par leurs bailleurs de fonds, si vous voulez. Dans notre cas, nous pouvons mettre de côté les médias et regarder ce qui circule sur les réseaux sociaux, des témoignages et des centaines de vidéos qui confirment qu'il y a un génocide en cours, fondé sur une base sectaire. Dernière question, est-ce que vous pouvez dire que les Russes vous ont lâché et que les Turcs aident le régime? Vous confirmez?
Il ne fait aucun doute que les Turcs soutiennent la politique de Damas grâce à des moyens de pression et qui font du gouvernement syrien la marionnette de la Turquie. Cela se manifeste dans les positions turques face au gouvernement actuel et leur absence d'hésitation à établir, dès les premiers jours après la chute du régime Assad, des relations avec les dirigeants militaires de Damas. Il n'est pas clair si les factions poursuivront ou non leur approche terroriste antérieure, mais en ce qui concerne les Russes, nous espérons que nos espoirs ne seront pas vains. C'était donc une exclusivité i24 News et j'explique à nos téléspectateurs qu'au fur et à mesure effectivement de cet entretien, eh bien, il y avait de moins en moins d'électricité en Syrie. C'est la raison pour laquelle les départs de ces réponses étaient éclairés et qu'au fur et à mesure, il n'y avait plus de lumière. Voilà, nous suivrons bien évidemment dans Défense ce dossier brûlant en Syrie. C'est la fin de cette édition de Défense et on se retrouve très vite. La suite de nos programmes sur i24 News.